Bonjour à tous, Église du Monde vous emmène cette semaine en Europe du Nord, en Estonie. Ce pays d'1,3 million d'habitants est majoritairement luthérien. Les catholiques sont peu nombreux, environ 9000, mais en 1970, ils n'étaient que 5 ou 6. Même si elle reste largement sécularisée, l'Estonie a connu une renaissance religieuse après son indépendance en 1991. Parmi les acteurs de ce renouveau, l'évêque de Tallinn, Monseigneur Philippe Jourdan, un Français vivant en Estonie depuis 15 ans. Nous ferons sa connaissance à travers un extrait de documentaire. Plus de 20 ans après la chute du communisme qui a laissé le pays dans une situation exsangue, quel est le rôle et la place de l'Église? Que peut apporter l'Estonie, ayant connu une forte croissance économique à l'Europe? Alors pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Chantal de Bourmont. Bonjour. Bonjour. Vous avez été ambassadeur de France en Estonie de 2002 à 2006. Vous y avez bien connu Monseigneur Jourdan au moment où il a été consacré évêque et où il a accepté la nationalité estonienne. Oui. Alors on part tout de suite justement en Estonie à la rencontre de ce Français, Monseigneur Philippe Jourdan, deuxième évêque catholique de Tallinn depuis la réforme luthérienne. Jean-Paul II l'avait nommé évêque dans les derniers jours de sa vie, montrant bien l'attention que portait le pape à ce pays marqué par 50 ans de communisme. On regarde. C'était une église qui était en train de se reconstruire après 50 ans de détresse totale, 50 ans pendant lesquels il y a eu, dans le meilleur des cas, un prêtre pour tout le pays. Lorsque la libération est arrivée, il a fallu tout recommencer. C'est un cheminement qui a commencé à l'époque où Jean-Paul II est venu, et il est d'ailleurs venu ici dans cette maison. Jean-Paul II est venu le 10 septembre 1993 au cours de son périple dans les pays baltes, l'un de ses tout premiers voyages dans les pays ex-communistes juste après la libération. Le nonce apostolique dans les pays baltes, qui a d'ailleurs été le premier nonce dans ces trois pays après la fin de l'Union soviétique, m'a appelé un beau jour de décembre 1995. Et il cherchait donc un jeune prêtre qui puisse venir en Estonie, apprendre la langue et être son bras droit, disons son vicaire général. Je savais très peu de choses de l'Estonie, ça c'est sûr. Par contre, à l'époque où j'étudiais le russe à l'école des Ponts et Chaussées, on nous avait fait lire un livre sur les ex-républiques soviétiques. Une chose qui m'avait frappé, c'est qu'il disait à un moment donné que les Estoniens ne sont pas russes et qu'ils ont leur propre langue, qui est une langue bizarre. C'était le terme en français qui avait été choisi. Et donc je m'étais dit, mais quel est le critère qui fait qu'une langue soit bizarre? Et c'est en fait plus ou moins la seule chose qui m'était restée. Et ensuite je me suis dit, après tout, je suis prêtre, et quand même je suis prêtre pour servir l'Église. C'est comme cela que je me suis décidé et je n'ai jamais regretté ce choix. Le défi est énorme car le père Philippe Jourdan arrive sur une terre déchristianisée. Les grands mouvements religieux ont en fait laissé une empreinte limitée. C'est sur un territoire encore païen que le catholicisme arrive en Estonie au XIIIe siècle avec la colonisation danoise. Le premier évêque d'Estonie fut d'ailleurs un Français, Monseigneur Fulk. Fin du XVIe siècle, invasion des Suédois qui imposent la réforme luthérienne, la religion catholique est interdite. Au XVIIIe siècle, la Russie occupe l'Estonie, introduit la religion orthodoxe et autorise à nouveau la religion catholique. Malgré cette christianisation poussée, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'Estonie était en fait un pays peu religieux. Chaque 2 siècles, il y avait un changement d'occupant, et à travers tout ce brassage, vous avez un peuple qui garde sa langue, qui garde ses traditions, qui garde sa culture et qui ne se laisse pas assimiler, intégrer dans ce qui n'est pas sien. Mais c'est aussi le pays le plus tolérant du point de vue de la foi. Ce qu'il reste du christianisme, 400 000 chrétiens sur 1,3 million d'habitants, est éclaté en de nombreuses dénominations. Voilà un extrait du documentaire Un évêque français à Tallinn que vous pouvez voir ces jours-ci sur notre antenne. Une première question, Chantal de Bourmont. Monseigneur Jourdan est le second évêque depuis la réforme luthérienne. Son prédécesseur avait été déporté en République soviétique en 1941. C'était important que l'Estonie retrouve son évêque catholique? C'était fondamental.
ça faisait partie, cette décision prise par Jean-Paul II et donc par l'Église catholique et par l'évêque de Rome. C'était une forme de reconnaissance de l'existence à nouveau de l'Estonie, puisque le prédécesseur de Monseigneur Jourdan avait été évêque pendant l'indépendance que les Estoniens ont réussi à attraper après la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres. Et cet évêque, qui était le premier depuis la Réforme, avait disparu pendant toute la période soviétique. Donc, fin du soviétisme, indépendance retrouvée après 91, et à nouveau, quelques années plus tard, un nouvel évêque catholique. C'est bien la marque donnée par Rome que l'Estonie existe à nouveau en tant que telle. Donc c'était très très important. Bien que le pays ne soit pas particulièrement religieux, pour les autorités politiques, c'était un signe fort. C'est difficile de dire si le pays est religieux ou pas religieux, parce que on sait, ce sont les statistiques, qu'il y a 75% d'Estoniens qui se considèrent comme athées et qui ne pratiquent aucune religion. Et les statistiques donnent des chiffres qui ne sont pas très importants de ceux qui appartiennent aux différentes églises. Mais en même temps, il y a une espèce de tradition dans la culture, que ce soit la culture populaire, qui fait que ça existe quand même. Et lors de la fête nationale, moi je me souviens bien qu'on allait à l'église, la Carlie, la Saint-Charles, assister à une cérémonie luthérienne, et on le faisait avec le président de la République en tête, qui est de confession orthodoxe. Mais ça n'avait pas d'importance. Aller dans cette église avec cette cérémonie religieuse, c'était une façon, il faut utiliser le mot, de communier tous ensemble pour les Estoniens. D'accord, donc ce n'est pas rare de voir le président de la République, le Premier ministre assister à une messe, à un office. Oui. Alors, quels sont les liens justement entre ces différentes églises? Vous parliez de communion entre chacune. Les églises catholiques, luthériennes, elles représentent environ 13,5% de la population. Orthodoxe, on est autour de 13%. Ça fonctionne bien entre elles? Il y a un dialogue œcuménique? Il y a une difficulté, c'est entre les deux églises orthodoxes. Puisqu'il y a deux églises orthodoxes, qui est complètement... ce qui nous paraît à nous un peu bizarre, pour ne pas dire plus. Mais bon, dans l'entre-deux-guerres, pendant l'indépendance, l'Église orthodoxe a pris son autonomie, et donc elle est devenue libre, en quelque sorte, en étant directement rattachée à la Grèce. Oui. Et puis, quand les Soviétiques sont revenus, ils les ont chassés, et ils ont réinstallé une église orthodoxe qui dépendait de Moscou. Le patriarcat. Et au moment de l'indépendance, alors l'église orthodoxe d'obédience russe est restée là, mais l'église orthodoxe estonienne a voulu revivre, et elle revit. Et on a vu dans l'extrait que vous avez passé le métropolite de cette église, Monseigneur Stéphanos, qui est de culture tout à fait française et francophone. Et les relations entre ces deux églises orthodoxes sont, je crois, toujours extrêmement difficiles. C'est plus à ce niveau-là que ça se joue, oui. Plus qu'entre les catholiques et les autres églises chrétiennes. Entre l'église luthérienne, l'église orthodoxe estonienne, l'église catholique, les relations sont bonnes, pour autant que j'ai pu en juger à l'époque. L'Église orthodoxe russe reste un petit peu de son côté, sur son compte à soi, un peu enfermée dans son propre système et dans sa relation étroite avec la Russie, avec Moscou. Comment est-ce qu'elle est perçue, cette Église catholique, en Estonie ? Je pense, ça dépend par qui, si c'est par l'homme de la rue ou par les autorités. Alors, mais globalement par la société, je pense qu'elle est plutôt assez bien perçue. Elle a une bonne image. Une assez bonne image, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une église qui n'a pas eu l'occasion de se compromettre avec des pouvoirs négatifs ou des pouvoirs tout court. Elle a gardé son indépendance. Que ce soit le communisme, l'époque nazie ou quoi que ce soit, ils étaient tellement réduits à peu de choses qu'elle n'a pas eu l'occasion qu'on lui reproche de s'être alliée avec des gens peu convenables ou peu recommandables.
D'autre part, la pratique qui est la sienne, et notamment sous l'impulsion de Monseigneur Jourdan, c'est un comportement qui est vraiment, je crois, un comportement de témoignage de l'existence du Christ, qui est quand même fondamentalement le rôle. Et c'est un comportement qui consiste à respecter les gens, qui consiste à aller au-devant des plus faibles, des plus malheureux, qui consiste à être ouvert, à discuter avec les autres églises, à discuter avec les autorités, sans pour autant faire preuve d'arrogance, de prosélytisme. Donc il y a une disponibilité et en même temps une forme de discrétion, ou je vais presque dire d'humilité, qui convient tout à fait à la culture estonienne. D'accord. Alors on va évoquer un peu plus la situation, hein, la société estonienne aujourd'hui. Elle est entrée donc dans l'Union européenne en 2004, hein, ce pays. L'Estonie a connu une forte croissance après avoir retrouvé son indépendance en 91, même si la crise de 2008 l'a quand même affectée durement. Comment va cette société aujourd'hui ? J'ai un petit peu de mal à vous répondre dans la mesure où moi j'ai quitté le pays en 2006, j'y suis retournée très brièvement en 2009. Avant la crise. Mais je suis plus sur place, oui. Donc c'est plus difficile d'en juger, mais j'ai parfois des contacts quand même avec les uns, avec les autres. C'est très clair qu'au moment de la crise, disons en 2008, ils ont énormément souffert. Il y a eu des baisses de croissance qui nous paraissent monstrueuses. Ils n'ont pas eu des baisses de croissance, ils ont eu des pertes de croissance, moins 15%, ce qui est d'une violence considérable. Ils ont serré les dents, comme ils ont eu l'habitude de le faire pendant des siècles d'occupation étrangère, couronnée par la présence du communisme. Ils ont serré les dents, ils ont baissé les salaires, ils ont baissé les retraites, ils se sont retrouvés au chômage, ils ont beaucoup souffert, mais ils se sont dit il n'y a pas d'autre solution. Et ils l'ont fait, sans gémir, sans se plaindre, avec énormément de courage. Et apparemment, actuellement, la croissance repart. Alors les Estoniens sont très attachés à leur langue, hein, qui est uniquement parlée dans leur pays. Pour quelle raison cet attachement si fort ? C'est quelque chose de très émouvant. L'estonien a longtemps été considéré pendant des siècles comme une non-langue, même pas comme un patois, comme quelque chose qui n'existe pas, puisque pendant l'époque où étaient les barons baltes, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était ces barons baltes d'origine germanique qui tenaient le pays. Donc l'université qui avait été créée par les Suédois à Tartu, l'enseignement s'y faisait en allemand. Voilà. Et puis après, quand les Russes sont arrivés avec Pierre le Grand en 1710, bon, ils ont laissé l'allemand, puis petit à petit, il y a du russe qui est arrivé. Donc tout se faisait, les démarches administratives, politiques, l'enseignement, tout se faisait en allemand ou en russe, mais en tout cas pas en estonien. Et au XIXe siècle, sous l'influence du mouvement romantique, il y a un certain nombre de personnages qui ont contribué à la prise de conscience que l'estonien pouvait être utilisé pour faire de la littérature, pour faire des chants. Et les Estoniens ont réalisé que leur langue, elle existait et qu'elle était, comment dire, estimable, qu'on pouvait la considérer, qu'elle n'était pas rien, qu'on pouvait en faire quelque chose. Et du coup, c'est autour de cette langue que s'est créé, au cours du XIXe siècle, ce sentiment national. D'identité. D'identité nationale. Donc la langue est le moyen d'affirmer qu'on est estonien et qu'on vit entre nous. Et on entendait Monseigneur Jourdan, hein, qui disait, j'avais entendu dire que c'était une langue bizarre. Donc ça, c'est parce qu'elle a un côté un peu unique, c'est ça ? C'est ce qui la rend un peu particulière. C'est parce qu'elle est comme le finnois et comme le hongrois, elle fait partie des langues finno-ougriennes, elle n'est pas d'origine indo-européenne. Donc c'est une structure grammaticale totalement différente. Donc c'est un monde, une logique qui est logique parfaite, mais c'est une logique qui n'est pas du tout la même que la nôtre. C'est un autre univers. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand on va là-bas d'essayer de l'apprendre. Alors les Russes représentent la minorité la plus importante d'Estonie, hein, environ 30% de la population totale. C'est également la minorité la plus ancienne. Cette communauté, elle est intégrée ou comment ça se passe ? Ça se passe comment avec les Estoniens de souche ? La communauté russophone, elle s'intègre petit à petit, je crois. Au moment de l'indépendance, ils étaient environ 1 500 000 en Estonie, et sur ce chiffre, il y avait 500 000 russophones. Dans une ville comme Narva,
qui est tout à fait au nord-est de l'Estonie, à la frontière avec l'Union soviétique avant et la Russie maintenant. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 95% d'Estoniens. Au moment de l'indépendance, en 91, il y avait 95% de russophones. Parce que pendant l'époque soviétique, tous les Estoniens ont été chassés d'un certain nombre des régions où ils habitaient et ils ont été remplacés par des travailleurs soviétiques russophones. Et donc sur ces 500 000 russophones, vous vous rendez compte, ça fait un tiers. C'est énorme de gens qui n'étaient pas originaires de ce pays. Sur ces 500 000, il y en a un grand nombre qui sont partis, qui sont rentrés chez eux. Il y en a environ 100 000 qui sont devenus très vite estoniens, qui ont fait le choix tout de suite de prendre le passeport et la citoyenneté estonienne. Et puis il y en a d'autres qui se sont retrouvés le bec dans l'eau et qui n'ont pas fait le choix entre redevenir russe ou ukrainien ou devenir, parce que c'était pas évident à l'époque. Et donc ils se retrouvent maintenant apatrides. Alors ça veut dire quoi en Estonie? Ça veut dire que les autorités estoniennes leur donnent un passeport, qui est un passeport d'apatride, un passeport dit gris, et qu'on leur reconnaît le droit à l'éducation, à l'enseignement, à la sécurité sociale telle qu'elle existe là-bas, le droit de travail, enfin bon, ils ont des droits normaux, et ils ont même, ce qui est très important je crois, le droit de vote aux élections municipales. Donc ils existent quand même. Le problème pour eux, c'est que pendant un certain nombre d'années, ils sont restés entre eux, à parler russe, à pas apprendre l'estonien, parce que c'était extrêmement difficile pour ces gens. C'était un peu comme si on avait demandé, je vais faire une comparaison qui va peut-être choquer, mais comme si on avait demandé aux pieds noirs qui vivaient en Algérie, au moment de l'indépendance de l'Algérie, de rester là-bas et puis de se mettre à parler arabe. C'est pas facile comme choix. Alors petit à petit, ça vient. Ça se fait parce que, tout simplement, ces russophones, ils ont fait le choix de rester en Estonie et qui préfèrent vivre en Estonie plutôt que repartir vivre, je ne sais pas trop où, en Russie. Donc ça vient petit à petit, mais ça se fera progressivement par les couches les plus jeunes de la population. Et on voit que les parents, par exemple, maintenant, qui ont 30 ans ou plus, qui sont russophones, décident de mettre de plus en plus, de mettre leurs enfants dans des écoles estophones. Car ils avaient des écoles purement russophones. Mais la bascule se fait progressivement. On en revient à la situation de l'Église. Quelques chiffres, il existe 11 paroisses catholiques dans le pays. On a 14 prêtres, dont 10 étrangers, un évêque, Monseigneur Jourdan. Il y a très peu de prêtres estoniens. Je crois qu'ils ne sont que 4. Les vocations, donc, sont peu nombreuses pour le moment en Estonie, alors. C'est à la fois une question de vocation, mais c'est aussi parce que les églises, l'Église catholique, mais les autres aussi, avaient été complètement laminées pendant la période soviétique. Il y a plus qu'une génération perdue. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a une grande partie de la population qui n'est pas pratiquante. Donc ça fait un vivier potentiel où aller chercher de futurs prêtres qui est assez réduit. Les autres églises orthodoxes ou luthériennes ont des problèmes similaires. Est-ce que les laïcs, ils ont accès à des formations catéchétiques Je crois que c'est quelque chose qui se met en place, oui. Mais il vaudrait mieux interroger Monseigneur Jourdan là-dessus. Alors, depuis 20 ans, le nombre de croyants a augmenté, surtout chez les Estoniens de plus de 30 ans, donc les Estoniens adultes, qui ne viennent pas de tradition religieuse, familiale. Vous avez, vous, une explication là-dessus ? Vous avez pu rencontrer certaines de ces personnes C'est difficile d'avoir des explications. Des nouveaux convertis. Ce que l'on perçoit, c'est qu'il y a, dans une population qui est largement athée, qui depuis l'indépendance n'avait qu'une seule envie globalement, c'est s'enrichir pour rattraper le voisin et le cousin finlandais qui étaient beaucoup plus pauvres que dans l'entre-deux-guerres et qui les avait dépassés de loin. Donc leur obsession, c'était ça. Dans cette population un peu obsédée par la course à la richesse et à l'argent, il y a néanmoins des aspirations spirituelles que l'on retrouve dans
le fait que l'Église catholique semble intéresser de plus en plus de monde, que l'on retrouve dans l'Église orthodoxe estonienne qui intéresse de plus en plus d'orthodoxes, y compris d'orthodoxes de l'Église orthodoxe russe, parce que ils ont envie de changer, qui intéresse de plus en plus de gens. On voit les témoins de Jéhovah qui montent en nombre. Donc, il y a un besoin, il y a un appel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Je ne vais pas prétendre expliquer des choses de ce genre. Et pourtant, hein, vous le disiez, c'est un pays quand même relativement athée. 90% des jeunes se disent eux-mêmes non-croyants. Donc là encore, on observe une rupture de plusieurs générations. Il n'y a plus la transmission familiale, la grand-mère qui transmettait la foi à ses petits-enfants. Il y a eu toute une génération éliminée, là. Ça a vraiment été très difficile à maintenir. Ils ont réussi à maintenir ce qu'on peut appeler de l'estonitude, donc de la langue estonienne, de la tradition culturelle estonienne, s'agissant de la nourriture, s'agissant du fait d'aller fréquemment se ressourcer dans la forêt, bon, des pratiques de ce genre. Mais c'est vrai que la pratique religieuse, non. Et c'est peut-être parce que c'est un peuple qui ne s'est pas retrouvé autour d'une seule foi. C'est pas comme la Pologne, par exemple, qui s'est retrouvée autour de son Église catholique, avec en plus l'icône du pape Jean-Paul II. Mais c'est un pays de tradition luthérienne, dans laquelle les gens qui se prétendent luthériens sont à peu près en aussi grand nombre que ceux qui se prétendent orthodoxes. L'Église orthodoxe elle-même est divisée en deux. Donc il n'y a pas eu de phénomène d'identification nationale autour d'une église et d'une pratique religieuse. Alors bon, ça n'a pas aidé. Oui, ça n'a pas aidé ce déploiement. Et malgré tout, il y a une soif quand même spirituelle qu'on observe. On observe. Voilà. Alors qui se traduit de façon assez variée, parce que le rapport à la nature chez les Estoniens est très fort. Très. Et même spirituel, en fait. Oui. On peut dire ça, on le trouve, on le voit quand on parle avec les gens. Même si ça n'a pas une dimension religieuse. Hein. Oui, mais on l'observe aussi dans la littérature estonienne, on le sent dans la musique. Il y a chez eux un besoin de se ressourcer en allant en forêt, aller nager dans des lacs, y compris quand ils sont gelés l'hiver. Et c'est une pratique où on sent qu'ils retournent au cœur d'eux-mêmes. Ils y retrouvent de la foi, de la foi. Je ne parle pas de religion, mais c'est une forme de foi en eux-mêmes, en leur capacité à survivre. C'est assez émouvant. Alors vous, quelles impressions vous gardez de ce pays où vous avez passé 4 ans? J'ai été très touchée par ce pays et par ce peuple, dont j'ignorais tout avant de partir là-bas, parce que ce sont des gens extrêmement simples, extrêmement courageux, qui ont résisté. Qui ont souffert. Qui ont résisté, oui, pendant très longtemps, pendant des siècles, à des oppressions considérables, qui ont failli disparaître à plusieurs reprises dans l'histoire, et puis qui ont résisté, qui ont maintenu, et qui le font encore aujourd'hui, on le voit dans la crise économique que nous traversons, avec simplicité, avec fermeté, avec courage, d'une façon qui est vraiment, comment dire, rafraîchissante. Dans le monde un peu superficiel dans lequel on vit maintenant en Occident, retrouver des gens qui ont naturellement, culturellement, une pratique aussi saine et aussi proche de la nature, moi, ça m'a beaucoup émue. Même si, comme beaucoup de pays qui ont pu s'affranchir d'un joug communiste, il y a eu une recherche de croissance, une option pour un développement économique libéral. Oui, il y a eu la recherche de richesse aussi. Donc... Il y a eu des tas de débordements excessifs du côté de la société de consommation, mais on en trouve des critiques d'ailleurs, aussi bien dans la littérature que dans le cinéma estonien, où ils se moquent d'eux-mêmes et de ces gens qui ne pensent plus qu'à ça. J'ai vu récemment un film estonien qui raconte ça, et le héros du film, qui est devenu un richissime homme d'affaires, craque, il n'en peut plus, et qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans une vieille maison en bois au fin fond de la forêt, au bord d'un lac. Il abandonne tout. Personne ne comprend rien à sa famille, lui dit. Et il se retrouve. Donc ça peut être révélateur aussi. Ce film a eu un grand succès parce qu'il raconte
l'histoire des Estoniens. C'est très, très estonien. Rapidement, pour terminer, ce pays qui s'est beaucoup développé, on pense au secteur informatique, on sait que Skype est d'origine estonienne. C'est un pays qui peut apporter quoi à l'Europe, aujourd'hui l'Europe en crise? Eh bien, justement, cette forme de simplicité, de courage et de pragmatisme face aux décisions à prendre. Ils ne se perdent pas en analyse, en état d'âme. Ils y vont, ils font ce qu'il y a à faire. De ce point de vue-là, on a des leçons à prendre, je crois. Merci beaucoup Chantal de Bourmont d'être venue nous éclairer sur l'Estonie et ses églises. Merci à tous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, à mercredi prochain pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Au revoir.